Bonjour! Comment ça va? Moi ça va bien. Bienvenue dans cette vidéo FAQ des 1000 premiers abonnés sur YouTube. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent, mais aussi celles qui commentent, qui likent, qui me donnent des tips sous chaque vidéo, ce qui me permet de m'améliorer de jour en jour, j'allais dire, mais bon, de semaine en semaine plutôt. Voilà, donc cette petite vidéo pour que vous appreniez un petit peu à me connaître, savoir qui je suis, d'où je viens, ce genre de choses. On va pas attendre plus longtemps, on est parti pour la première question. Tu fais de la photo depuis combien de temps? Eh bien, ça fait 10 ans tout pile, puisque j'ai commencé quand j'avais 17 ans la photographie en tant que modèle, grâce à ma tante à l'époque, et à une amie aussi qui faisait de la photo, qui m'ont proposé de shooter avec elle, et au final ça s'est hyper bien passé, et je suis un peu tombée amoureuse de cette activité. Donc, je continue depuis 10 ans, ça va faire 11 ans cette année, puisque c'est mon anniversaire ce mois-ci. Donc voilà, 11 ans de photos, 11 ans de shoot, 11 ans de vraiment très très bons moments et de rencontres avec des photographes qui étaient extraordinaires. C'est vraiment, j'allais dire un hobby, c'est un peu plus qu'un hobby, mais vraiment une activité que j'adore et je pense pas que j'arrêterai de sitôt. As-tu déjà refusé un shooting? Eh bien oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois, jamais pour rien évidemment, pour des raisons de sécurité ou tout simplement parce que je sentais pas le ou la photographe. À savoir qu'il y a des règles que j'instaure, et je pense que toutes les modèles devraient mettre ces règles-là en place. La première, c'est de toujours venir accompagner lors du premier shooting, ça évite les mauvaises surprises, les mauvaises aventures, comme ont pu avoir certaines de mes connaissances, notamment qui se sont fait droguer au GHB lors d'un shooting. Voilà, c'est jamais très agréable, donc autant être un petit peu sécuritaire et amener quelqu'un. Et même si vous avez personne, ne serait-ce que poser la question au photographe: est-ce que je peux venir accompagner? S'il dit non, c'est rayé catégoriquement en fait. La deuxième chose, c'est que je travaille toujours sous contrat de collaboration, tout simplement parce que ça évite les malentendus, on se met d'accord tout de suite sur les règles de base, notamment ne pas toucher la modèle. Et aussi ça permet d'avoir un contact autre que Instagram, parce qu'il y a beaucoup de photographes et de modèles qui ne fonctionnent que par Instagram, et si jamais le photographe ou la modèle arrête d'être sur Instagram, et ben en fait on se retrouve à ne plus avoir de canal de communication. Donc voilà, toujours avoir d'autres moyens de communiquer avec le photographe, mail, numéro de téléphone, ce genre de choses. Et comme tout ça c'est écrit dans le contrat, chacun signe et met ses infos, bah ça permet de retrouver la personne, hein, parce que moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec un photographe qui au bout de 6 mois n'a toujours pas envoyé les photos et qui me dit j'arrête les réseaux sociaux, donc tu n'auras pas tes photos retouchées. J'étais là, ah c'est sympa. Voilà, et puis du coup tes photos qui parfois sont d'ailleurs un petit peu dénudées se retrouvent dans la nature, on ne sait pas où elles sont, enfin bref. Voilà, donc c'est jamais très agréable. Donc le contrat, voilà, ça permet d'avoir le contact, de se mettre d'accord sur comment va se dérouler le shooting, mais aussi de après. Où est-ce qu'elles vont être publiées? Est-ce qu'on va faire des galeries d'art? Est-ce qu'il y aura des tirages ou pas? Voilà, ça permet de bien caler les choses et de travailler sereinement. Et ça, même pour les collaborations, hein, pas que pour les projets rémunérés, franchement, toujours faire un contrat. Quelle est ta couleur préférée? Alors j'en ai deux qui sont ex aequo. La couleur lit de vin, c'est un petit peu particulier, ça ressemble à du bordeaux mais avec une touche de violet en plus. Et l'autre c'est du vert, plutôt vert forêt ou vert sapin, je sais pas comment on dit. Quand et comment as-tu commencé à peindre? Oula, ça date. J'ai commencé à peindre, comme beaucoup de gens je pense, grâce à mon père et mon grand frère. Faut savoir que mon père peignait des figurines Seigneur des Anneaux quand il était jeune. Donc, quand j'avais 8 ans, on jouait déjà à Donjons et Dragons, le jeu de plateau avec les figurines. Et à peu près à mes 10 ans, on s'était dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de peindre les figurines. Vu que mon père faisait de la peinture, voilà, on l'a juste imité. Donc ça a commencé comme ça, avec les figurines Donjons et Dragons. Et ensuite, mon frère a pris connaissance d'un univers absolument extraordinaire qu'on appelle Warhammer. Il est tombé amoureux des orques, ça a toujours été vraiment sa faction préférée, encore aujourd'hui. Et donc, il m'a complètement mis dedans quand j'avais 10 ans. Alors moi, à l'époque, je faisais plutôt des hauts elfes et des séraphons, les hommes lézards. Ensuite, on a découvert ensemble Warhammer 40 000, et donc là, moi, ça a été coup de cœur absolu pour les tyrannides, vraiment. Je pense que c'était obligatoire, hein, quand on sait que mon film préféré, c'est Starship Troopers, et que quand j'étais jeune, je jouais à StarCraft, et que j'adore
j'adore les ergs. Voilà, les tyrannides, c'était un petit peu mon passage obligé à un moment. Donc j'ai commencé à 10 ans, mais malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai eu une grosse pause de à peu près 13 ans. Donc j'ai arrêté aux alentours de 14 ans à peindre et j'ai repris là assez récemment en fait, tout simplement manque de temps. Avec les études, je galérais un peu au lycée, donc voilà, j'avais pas de temps à consacrer à ça. Le manque de thunes, évidemment, hein, Warhammer, c'est quand même pas accessible à tout le monde. Et en parallèle, j'ai eu un ordinateur portable et je me suis mis sur World of Warcraft. Donc voilà, fallait choisir à un moment, World of Warcraft, Warhammer, bah le choix était vite fait, hein. Surtout quand on est sur serveur privé, il y en a un qui coûte moins cher que l'autre. Donc voilà, et j'ai repris il y a très peu de temps, ça doit faire 1 an et demi à peu près que j'ai repris, grâce à mon conjoint qui lui est tombé sur une influenceuse sur Instagram qui disait qu'elle adorait les Warhammer, et du coup il s'est un peu renseigné sur le truc. Il savait pas que je peignais quand j'étais jeune, il s'est un peu renseigné sur le truc, il m'a dit ouais j'aimerais bien essayer ce hobby là, ça a l'air cool, et là j'ai fait oh là là, Madeleine de Proust, waouh, et du coup je suis tombée dedans encore plus vite que la première fois. Quelle est ta figurine favorite déjà peinte et quelle figurine tu as énormément envie de faire? Alors, ma figurine préférée déjà peinte, j'en ai 2. J'arrive pas à me décider. Il y a celle-ci, le Biovore Tyrannide, et il y a celle-ci, donc ma Palatine des Sœurs de Bataille. Alors, déjà parce que c'est les 2 où j'ai pris pour le moment le plus de plaisir à les peindre. Celle-ci aussi, c'est parce que c'est le premier tyrannide que mon chéri m'a offert. Donc voilà, il y a un petit peu d'affect en plus. Et ce que j'adore en fait, c'est les socles. J'ai vraiment pris du temps à faire des socles quali, avec des détails, avec des cadavres, des choses comme ça, alors qu'avant je faisais pas vraiment attention aux socles. Et je trouve que ça rajoute vraiment une dimension à la figurine qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, mes 2 figurines préférées, je viens de me cogner. Mes 2 figurines préférées sont probablement mes préférées grâce à leur socle. Et donc, quelle figurine tu as énormément envie de faire? Alors là, il y en a trop. Celle où j'ai vraiment très envie. Condis des Stormcast, le dragon. Je me mets un peu dans les Stormcast Eternal depuis quelques temps là, avec les griffons, et vraiment, celle-là, cette figurine, Condis, je crois qu'elle s'appelle. Elle est trop belle. Dommage qu'elle coûte si cher, sinon je l'aurais déjà achetée, croyez-moi. Ferez-vous avec ton copain des rapports de bataille à l'occasion ou à l'avenir? Alors, pas la première fois qu'on me pose cette question, et pour l'instant je répondrai non. Tout simplement parce que je ne sais pas jouer, et il ne sait pas jouer non plus. On aimerait beaucoup aller dans une assos, dans un game workshop pour faire une initiation. Le problème c'est que la première boutique est à 1h30 de voiture, donc ça demande une certaine organisation. Mais voilà, donc pour l'instant c'est pas prévu de faire des rapports de bataille. On a une kill team par contre, comme vous le savez, et ça, peut-être que oui, on fera des rapports de... Je sais pas si on appelle ça rapport de bataille du coup. Rapport d'escarmouche. Kill team, ça peut être envisageable. Après on est face à un deuxième problème, c'est qu'on n'a pas forcément le matos pour filmer. Si je fais des rapports de bataille, j'ai envie de faire des rapports un petit peu qualitatifs en termes techniques. Ils préfèrent faire des choses bien carrées plutôt que de faire ça aux fraises. Donc il nous faudrait une deuxième caméra, il nous faudrait d'autres lumières, parce que là, je peux utiliser ma Light Ring. Quand je vous parle, ça suffit. Mais quand il s'agit d'éclairer une table entière, c'est pas la même paire de manches. Donc on n'a pas le matos au niveau de l'éclairage, on n'a pas le matos au niveau caméra. Donc pour l'instant, ça me paraît un petit peu compliqué. Après, je suis pas complètement allergique à l'idée d'en faire, pourquoi pas dans l'avenir, mais ça va pas être un avenir proche en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui, une question qui allait un peu avec. Es-tu ou vas-tu vouloir t'orienter dans le jeu plutôt compétitif, optimisation ou plaisir narration? Clairement, plaisir narration. Ça c'est peut-être mon petit cœur de rôliste qui parle. Vraiment l'idée qu'il y ait une histoire avec des personnages, où il y a des quêtes réellement, que ce soit pas juste un wargame, moi je préfère. J'aime bien me faire emporter par une histoire. C'est pour ça que je suis un peu réticente avec le compétitif. Et puis, ça a jamais été mon truc, l'optimisation. Dans tous les jeux, en fait, quand je regarde ma façon de jouer, typiquement Zombicide, vous voyez, je prends Wanda parce que Wanda, elle a des rollers et que c'est trop stylé.
Je prends pas Wanda parce qu'elle a telle caractéristique qui est plus stylée que les autres. Non, juste elle a des rollers et c'est cool, ok? Étant donné que j'ai cet état d'esprit pour absolument tous les jeux que je fais, déjà, je suis nulle en général, je perds très vite. Et deuxièmement, voilà, je suis pas du tout attirée par l'optimisation. Donc, je me vois très mal faire du compétitif, clairement. Mais le narratif, je suis en train de me renseigner un petit peu, petit à petit. Je suis des gens sur YouTube qui en font, et ça m'attire pas mal. Donc, oui, narratif, plutôt. Pourriez-vous envisager des systèmes de jeu différents pour 40K si les règles officielles ne vous conviennent absolument pas ? Oui, alors moi je suis absolument pas contre l'idée de modifier des règles quand je trouve qu'elles sont lourdes en général. Par contre, pour l'instant, comme je connais pas les règles de jeu, je peux pas prétendre modifier des règles. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Je serais plus du genre à me mettre en relation avec des gens qui ont déjà modifié leurs règles, voir si leurs règles à eux me conviennent. Mais de là à moi-même modifier les règles moi-même, je suis pas sûre d'avoir la capacité ou la patience pour faire ce genre de truc. Vraiment, ça demande un niveau de réflexion, un niveau d'âme que je n'ai pas. Accord les décors homemade et les tutos qui vont avec. Alors ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui m'empêche de faire des décors à l'heure actuelle ? Je sais pas. Clairement, je pourrais m'y mettre, mais je pense que j'ai envie de finir les figurines que j'ai là, bien carrées, et ensuite me mettre sur des nouveaux projets. Mais oui, j'ai très envie. J'ai très envie de faire des décors. Vraiment. Après, je saurais pas où les ranger par contre, parce que chez moi, actuellement, c'est vraiment le bazar. J'ai pas d'endroit où ranger mes affaires. J'ai même pas de bureau, clairement, pour peindre. Généralement, je peins sur ma table de salon. Je fais mes vidéos sur ce genre de chaise de grand-mère absolument pas confortable. Je manque clairement de matos, je manque clairement de place, c'est un peu compliqué. Mais décor homemade, c'est prévu dans la tête, c'est pas prévu dans l'agenda encore, mais j'aimerais vraiment en faire. Et je pense qu'on va commencer petit à petit. Déjà, j'aimerais vraiment continuer à faire des socles stylés, essayer des nouvelles techniques pour faire des socles. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que je m'attellerai au gros décor. Mais encore une fois, comme j'ai pas commencé réellement à faire des wargames, les décors, j'en ai pas eu besoin pour le moment. Peut-être que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Quand je me mettrai à faire des wargames ou du narratif, j'aurai du coup réellement l'envie et le besoin d'avoir des décors stylés. Peut-être qu'à ce moment-là, je m'y mettrai. Serez-vous amené à vous déplacer sur des grands événements autour des jeux ou des univers comme Star Wars, Warhammer, etc. Alors, pourquoi pas ? Moi, clairement, je suis pas contre, déjà en tant que personne, pas forcément en tant que créatrice de contenu, mais oui, clairement, tout ce qui est convention, etc., moi j'aime plutôt bien. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, j'habite au fin fond du trou du cul de la France, et donc tout déplacement est compliqué. Enfin, tout déplacement dans les grandes villes est compliqué. La première gare est à 45 minutes de route. Vraiment, c'est un peu tendu pour faire des déplacements sur Paris et ailleurs. Pourquoi pas, maintenant, probablement pas cette année. Je préfère dire les choses clairement. J'ai beaucoup de projets perso qui sont en cours. J'aurais pas forcément le temps ni l'envie de me lancer dans des vlogs événementiels. Et d'autant plus, je pense à une vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps là, d'autant plus les compétitifs. Alors parce que comme c'est un milieu qui m'attire pas spécialement, je pense pas que je m'y déplacerai un jour. Sauf si vraiment je tombe amoureuse du wargame en pratiquant, ce qui est possible, hein, je dis pas l'inverse, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas trop l'envie de me déplacer sur les compètes de Warhammer. En plus, il y a des gens qui le font déjà de façon très cool, hein. Je pense à War Adventure, je pense à French Wargame Studio, tout ça. Donc voilà, je sais pas ce que moi je pourrais apporter de plus en fait à ce qu'ils font, donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Quant aux conventions Star Wars, moi je suis une trekkies, donc Star Wars, c'est non. Je rigole, en vrai je rigole, j'aime beaucoup aussi Star Wars, même si c'est moins bien que Star Trek, mais oui, pourquoi pas me déplacer dans ce genre de convention, dans ce genre d'événement, mais pas cette année, parce que j'ai trop de projets en cours. Voilà, donc certains, je ne peux pas en parler pour le moment, mais vraiment là, on va y aller doucement. Sinon, je vais me retrouver à crouler sous les idées et les projets, et je vais plus rien faire, je me connais, donc je préfère faire les choses petit à petit.
Dans mes souvenirs, tu travailles dans un parc animalier. C'est tout à fait vrai. Arrives-tu à faire un lien avec les figurines? J'ai travaillé l'année dernière dans un parc animalier, tout à fait, un parc avec des macaques. Tu veux me voler mon téléphone, Priya? Pas gentil. Il a macaque. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais de base, puisque moi je suis technicienne de laboratoire en recherche initialement, pas du tout guide en parc animalier. Mais il n'y a pas de labo de recherche où j'habite, donc on s'adapte. En tout cas, c'était un job qui était vraiment très très chouette, que j'ai pas pu continuer cette année, pour des raisons qui m'appartiennent. Et donc, quel lien je peux faire avec les figurines? Alors là, pas trop. Ah si, il y a un lien, alors il y a un sacré lien, qui se nomme Titus. Petite anecdote, Titus, bon, au-delà d'être un personnage très célèbre de l'univers de Warhammer 40 000, c'est aussi le nom d'un singe avec qui j'ai bossé, et c'est le premier singe qui m'a giflé. Voilà, en plein milieu d'une animation, c'était super. Mais à part ça, non, je fais pas trop de lien entre ce job et les figurines. Non, pas tellement. Sauf si un jour je me mets à peindre des singes, si j'ai une imprimante 3D et que je me mets à peindre des singes. Ou des décors. Ah si, maintenant que j'y pense. Parce que vraiment l'environnement du parc était chouette. Je peux m'inspirer de certains décors qui sont là-bas pour faire des décors Warhammer. Pourquoi pas, éventuellement. J'aimerais savoir comment vous gérez les attaques dans votre jardin. Grande question. C'est la merde. C'est la merde. Quelqu'un qui galère avec ses limaces, eh bien sache que je galère aussi. Surtout que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas trop envie de les tuer. Donc forcément c'est compliqué. Bon, en tout cas pour tout ce qui est maladie, je ne fais rien. Au niveau des maladies, l'année dernière j'ai perdu 50% de mes patates à cause d'un champignon. C'était la première fois que j'étais face à ça, donc j'ai pas su gérer. Cette année, j'ai donc pris des patates qui sont d'une variété normalement insensible au mildiou. On verra si c'est vrai. Sinon, niveau prédateur, je suis pas mal prédatée par les mulots. Au niveau des graines, et bah tout simplement, je ne fais aucune semis en pleine terre. Ça évite de se faire bouffer les graines par les oiseaux ou par les mulots. Parasites, j'ai pas été face à ça. Maintenant, pour mes poules, elles ont un bac. Alors je change, des fois je mets de la cendre, des fois je mets de la terre de diatomée, qui est un antiparasitaire. Elles se frottent dedans, quoi, elles se mettent les plumes dedans. Et donc voilà, ça évite d'avoir des poux rouges notamment. Et les limaces, ça c'est un bien grand mot, un bien grand problème. Je pense que je ferai une vidéo un peu courte où je vous présente mon protocole limaces. Mais globalement, j'ai tout essayé. À savoir que entourer le pied avec de la cendre, des coquilles d'œufs, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Du sel, avec une plante particulière qui accroche là, enfin bref, tout ça, ça ne fonctionne pas. Déjà, les cendres, vous pouvez voir des vidéos sur internet où il y a des limaces qui traversent la cendre sans aucun problème, elles en ont rien à foutre. Tout ce qui est... Et puis tout ce qui est en poudre comme ça, le problème c'est que, en fait, ça va s'infiltrer. Quand il y a des limaces, ça veut dire qu'il y a de l'humidité, ça veut dire que potentiellement il pleut, et donc ça va s'infiltrer dans l'eau. Alors au-delà du coup de devenir complètement inutile parce que la barrière se barre, ça peut aussi polluer votre sol, niquer le pH, parce que la cendre, les coquilles d'œufs, ça a un pH, alors je crois qu'il me semble, que je ne dise pas de bêtises, que la cendre c'est acide, que la coquille d'œuf c'est plutôt calcaire, donc ça va, l'acidité ça va baisser votre pH, et le calcaire ça va plutôt augmenter votre pH, et donc à proximité de votre plante, ça va juste niquer votre plante, voilà, tout simplement. Donc moi je déconseille très très fortement d'entourer vos plantes avec ce genre de choses, sauf si vous avez déjà un problème de pH. Par exemple, moi j'ai un sol très très calcaire, et bah je peux mettre quelque chose d'acide, voilà, donc je sais que ça va neutraliser le pH de mon sol et que ça va pas l'empirer, mais voilà, si je mets des coquilles d'œufs, mes plantes elles meurent, hein. Direct, c'est sûr. Piège à la bière. Alors le piège à la bière, ça fonctionne. Ça attire les limaces, mais le problème c'est que ça attire absolument toutes les bestioles de votre jardin. C'est-à-dire que j'ai eu plus d'araignées scarabées que de limaces à l'intérieur du piège. Et donc mon objectif personnellement, c'est pas de faire un génie de... Oh, faut pas que je dise ce mot sur YouTube.
Mon objectif, c'est pas de détruire l'intégralité de la biodiversité de mon jardin, donc j'ai abandonné aussi cette technique-là. Mais, je vais quand même vous dire 2 choses qui marchent. La première, c'est de faire une petite balade à la lampe torche le matin ou très tard le soir et de les ramasser une à une. Je connais des gens qui ensuite les coupent en 2. Moi, j'ai pas le cœur à faire ça, donc soit je les donne à mes poules quand elles sont de petite taille, soit je les balance dans le voisinage. Bon, mon voisin, c'est un terrain en friche, donc personne se plaint d'avoir des pluies de limaces sur la tronche le matin. Tout va bien. Si vous avez un voisin avec un jardin, évitez, hein, quand même. Ça évitera d'avoir des problèmes avec lui. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez aussi mettre des déchets verts, donc je sais pas, vos épluchures alimentaires, ce genre de choses. À côté de votre potager, les limaces, c'est des feignasses, elles vont préférer aller sur vos déchets en décomposition plutôt que sur vos plants qui sont vigoureux. Et donc à ce moment-là, ça les attire et vous pouvez les cueillir un peu plus facilement. Attention à votre paillage parce que c'est une super cachette, attention aux herbes autour parce que c'est une super cachette à limaces aussi. Et sinon, évidemment, vous avez des granulés qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà. Ça, je ferai une vidéo plus longue pour expliquer le pour et le contre de granulés, etc. Y a pas de souci. Mais voilà, globalement, la balade à la lame frontale, balançage de limaces chez le voisin, et granulés bleus si vraiment c'est trop critique. Des coups de cœur sur les figurines que tu n'as pas encore. Absolument, j'en ai 38. Ma wishlist est énorme. 38 figurines. Donc j'ai déjà parler du Crondis tout à l'heure. Il y a aussi le Sphyranx, c'est une figurine AOS. Alariel, la reine éternelle, aussi AOS. Et le Neurolictor Tyrannide 40k. Finalement, il y a plus de AOS que de 40k, alors que de base, je fais plutôt des 40k que des AOS. Ah bah évidemment, j'aimerais aussi énormément avoir le tank des sœurs de bataille. J'ai plus le nom en tête là, mais je vais vous le mettre. De toute façon, les sœurs de bataille, il faut que je continue, hein, j'en ai pas assez. Donc, Quel est ton jeu de société préféré ? Ça c'est une bonne question. J'en ai sorti 2 là, parce que vraiment, c'est mes chouchous. Il y en a un, je pense que vous le connaissez hein, évidemment, il s'agit de Carcassonne, qui se joue de 2 à 5 joueurs. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Parce que c'est tellement connu que... Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Où voilà, vous avez un genre de territoire à construire comme ça, là, et en fonction des pièces que vous mettez, donc par exemple une abbaye, si vous arrivez à mettre toutes les pièces autour de l'abbaye, vous gagnez des points, si vous avez une grosse ville, vous gagnez plus de points, enfin bref, voilà, c'est vraiment de la gestion de territoire. Et je trouve ça extraordinaire comme jeu, vraiment. C'est un classique, c'est génial. Et les extensions sont hyper chouettes. Avec les ponts et les marchés, je joue tout le temps avec. La princesse et le dragon, très chouette aussi, comme extension. Donc voilà, Carcassonne, c'est vraiment mon jeu de préféré on va dire, all time, en longueur, quoi. Ça fait des années que j'y joue, des années que j'adore, et ça ne change pas, je l'aime toujours autant, donc voilà. Et le deuxième, alors là, ça fait très peu de temps que j'y joue, hein, vous-même, vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Zombicide. Très très grosse boîte. Très très lourde. Alors ça, je peux pas vraiment dire que c'est mon préféré, parce que ça fait pas longtemps que j'y joue, mais c'est la première fois que j'ai un coup de cœur aussi solide sur un jeu de société. Donc voilà, je veux le présenter aussi. Zombicide, donc un jeu où il y a une invasion de zombies et votre objectif, vous êtes 6 et vous devez absolument survivre à cette invasion. C'est génial. C'est génial. Vraiment, les ressentis du jeu sont trop cool, les figurines sont trop cool, voilà, j'ai rien à redire, on s'est tapé des gigabars avec mes potes. Donc voilà, c'est super. Zombicide, achetez-le. J'ai l'impression qu'on m'entend moins que tout à l'heure. Peut-être que mon micro est trop loin. Voilà, pour mes jeux de société préférés. Et sinon, mon jeu de société Madeleine de Proust, si ça vous intéresse aussi, j'en ai 2. Donc Donjons et Dragons, le jeu de plateau évidemment, puisque j'y joue depuis que j'ai 8 ans. Et les colons de Catan.
Voilà, pareil, j'y jouais quasiment chaque week-end avec mon daron, et c'était trop bien. Catan, vraiment, c'est un jeu de gestion de ressources qui est trop bien. Classique indémodable, je trouve. Et pour finir, dernière question, après le jeu de société, quel est ton jeu vidéo préféré et pourquoi? Eh bien alors là c'est très simple, on va pas chercher midi à 14h. Je l'ai juste ici, il s'agit de BioShock. Le premier, pour ceux qui connaissent pas BioShock, d'où venez-vous? Avez-vous vécu dans une caverne? Pourquoi je l'aime? Par où commencer? Pourquoi je l'aime? Pourquoi il est super? Le jeu en lui-même, les ressentis, enfin bref. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis chiée dessus. Mais vraiment, je me suis chiée dessus. Au bout des 10 premières minutes, en fait, j'ai Alt F4 et j'ai pas joué pendant 5 ans, tellement j'ai eu peur. Vraiment un trauma j'allais dire d'enfance, oui, je sais pas à quel âge j'y ai joué la première fois, mais vraiment horrible, horrible, horrible. La tension, les ennemis ils sont dégueulasses, l'environnement il est horrible, c'est stressant, c'est glauque, j'adore. Aujourd'hui j'adore, mais à l'époque, ça m'avait fait trauma. Et le jeu en lui-même, pourquoi je l'adore? Pour son ambiance, pour son histoire. Alors pas pour le gameplay, c'est vrai qu'il est pas exceptionnel, mais bon, d'un autre côté, moi ça me choque pas. J'aime bien les jeux couloirs. J'ai pas du tout présenté ça correctement. Donc c'est un jeu où vous incarnez une personne qui se retrouve dans une ville sous-marine appelée Rapture. Et vous allez très très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui est parti en vrille dans cette ville. Déjà parce que il y a beaucoup de fuites d'eau, ce qui est quand même embêtant quand on est dans la mer. Et deuxièmement parce que les gens sont devenus complètement maboules et essaient de vous buter tout le temps, partout. Et ils sont déformés, ils ont des mutations cheloues, il y a des histoires de pouvoir un petit peu magique, enfin bref. L'ambiance déjà est absolument extraordinaire, et au-delà d'avoir cette ambiance et ces monstres hyper gore, c'est une critique profonde du libéralisme. Et pour ça, j'ai pas envie de m'étaler parce que je suis pas une experte sur le sujet, mais vous avez plein de vidéos qui parle de ça. Vous avez Alt236 qui en a parlé. Vous avez... je vais jamais retrouver son nom. Didi... Non, c'est pas Didi Chandouidoui. Pas du tout. Ganguinou. Voilà, Ganguinou. Sa vidéo s'appelle LC2D8 BioShock. C'est sorti il y a 6 ans. Et vraiment, j'ai adoré cette vidéo. Il a une façon de présenter l'univers de BioShock d'une façon si poétique et si belle, moi j'adore. Si vous connaissez pas de toute façon Alt236, il faut s'abonner, il faut aller voir, il y a pas de... Voilà, vous n'avez pas le choix. Sinon au niveau du gameplay, vous avez Samuel Etienne qui a joué... voilà, mais c'est déjà pas mal. Ah oui, et Simon Pwesh, je crois aussi, qui en a parlé. Jeu vidéo, BioShock il y a 7 ans, c'est vieux quand même. Enfin voilà, vous avez tout un tas de personnes qui ont déjà analysé l'univers, analysé la politique qui est derrière, les sujets sociologiques qui sont amenés. Et il y a une chose aussi que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on vous donne pas l'histoire comme ça, bam, avec zéro subtilité. Au fur et à mesure de votre parcours, vous avez des enregistrements audio des personnes qui ont habité ici. Et donc vous découvrez leur vie, ce qui s'est passé, etc. à travers ces enregistrements audio. Et vraiment, il y a des histoires qui m'ont, moi, un petit peu marqué, quoi. Je me souviens de la famille de Macha. Vraiment, la chialade. Pardon, mais la chialade. Et bien voilà, c'était la dernière question de cette petite FAQ. Je sais aucune idée de... ça fait combien de temps que je parle. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre correctement à vos diverses questions. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là où je parle un petit peu de tout, réellement. Sinon, j'allais dire, j'ai un Twitch. Ah, je l'ai eu ça comme question, et je l'ai pas noté. Est-ce que je compte faire du Twitch bientôt ? J'aimerais beaucoup.
Alors j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait des lives peinture où j'ai peint mes 2 Stormcast Eternal. Le souci encore, c'est technique. La première chose, c'est que rester sur ces chaises pendant plus d'1 heure, c'est vraiment horrible. J'ai mal au dos, j'ai mal au cul, j'ai mal partout. Donc voilà, c'est difficile de faire régulièrement des Twitch qui durent plus d'1 heure. Deuxième chose, mon PC est complètement à la ramasse, il faudrait que j'en achète un autre. À savoir que les live peintures, ça fonctionne, mais je peux pas utiliser Streamlab, alors que j'ai très envie d'utiliser Streamlab et pas OBS, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone, et que mon téléphone n'est pas compatible avec Streamlab, enfin l'application que j'utilise pour filmer n'est pas compatible. Donc je suis obligée d'utiliser OBS, ça c'est la première chose qui me saoule. La deuxième chose qui me saoule, c'est que mon ordinateur est incapable de faire le live et d'enregistrer le live en même temps, donc ça veut dire que je peux pas faire par la suite, je peux pas rebalancer sur YouTube mes lives ou faire des compiles ou ce genre de choses, ce qui est dommage. Et la troisième chose, c'est que au-delà de faire des lives peinture, j'aimerais faire des lives jeux vidéo, notamment j'avais pour projet de vous présenter un des jeux vidéo de mon enfance, à savoir le Maître de l'Olympe, sauf que mon ordinateur est incapable de faire tourner en même temps le live et le jeu. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas de live tant que je n'aurai pas changé d'ordinateur. Et pour changer d'ordinateur, ça nécessite d'avoir de l'argent que je n'ai pas pour le moment, donc on attend. Il faut être patient, il faut attendre... je sais pas ce qu'il faut attendre, mais il faut attendre. Voilà, maintenant que cette question est répondue, que j'avais oublié, excusez-moi, je disais donc que vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous êtes intéressé par mes autres activités comme le modeling. J'ai un Twitch, si jamais vous voulez être au courant de quand je me remets à faire des lives, vous pouvez quand même vous abonner, même si ce sera pas tout de suite. Et sinon, pour les gens qui ont envie de soutenir mon travail, j'ai ouvert un Ko-fi. Alors évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de participer ou quoi que ce soit, mais voilà, si jamais vous avez envie, il y a 2-3 personnes qui m'avaient demandé comment on fait pour me donner un pourboire, et ben voilà, j'ai ouvert un Ko-fi. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous en avez appris un peu plus à mon sujet. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de peinture. En attendant, je vous fais la bise.